Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. On va discuter avec vous, vous présenter le FCPR Select Promotion 3 qui est en cours de collecte depuis quelques mois maintenant et pendant encore quelques mois. Donc, on va faire, c'est un fonds qui a déjà bien avancé en collecte, en investissement. Donc, c'était l'occasion de rappeler ses caractéristiques, de faire un petit point d'avancement et de parler aussi un petit peu de l'actualité. Voilà, et de répondre à vos questions en fin de webinaire ou directement dans le chat. Alors, c'est toi qui as la main, Annelise, ou c'est moi? Alors, voilà. Donc, moi, je suis Karine Allais-Morel, directrice générale associée, en charge du pôle M Capital Real Estate. Et Annelise est directrice commerciale Grand Sud. Donc, je vais parler pour le sommaire. Donc, on va démarrer par une présentation de M Capital Real Estate, que certains connaissent. Je ferai un focus sur le marché de l'immobilier résidentiel en France et de l'actualité de ces derniers mois et dernières semaines. Annelise prendra le relais pour rappeler la stratégie d'investissement du fonds, l'opportunité, notre processus, nos conditions d'investissement, la sélectivité, les stades d'intervention qui sont très importants dans nos stratégies. Ensuite, on focusera sur le FCPR Select Promotion 3 avec un rappel des éléments clés, des principales caractéristiques du fonds. On fera aussi un rappel du portefeuille et on reviendra sur les deals. Si vous avez déjà commercialisé le fonds, vous avez normalement reçu des mails avec les premiers investissements du fonds, mais on en reparlera. Et puis la composition de façon générale du portefeuille et une diversification qui est déjà intéressante, vous verrez. Et on reviendra sur la gamme Select Promotion 1 et 2. Et voilà, je reprendrai la main pour vous parler des perspectives et d'autres projets que nous avons en cours. M Capital Real Estate, rapidement, parce que vous êtes assez nombreux à nous connaître. On a 4 activités. Une activité d'asset management par laquelle donc, on gère des fonds. Donc, c'est dans cette activité qu'on retrouve l'activité de la société de gestion et du FCPR Select Promotion 1, 2, 3, nos FPCI, etc. On a une activité de club deal aussi. Vous connaissez peut-être la plateforme Builder qui permet d'accéder aux mêmes opportunités ou à une partie des opportunités qu'on retrouve dans les fonds en direct. Donc, on va pouvoir co-investir avec les fonds sur certaines opérations via cette plateforme Builder. Une activité de maîtrise d'ouvrage. Donc, sur certaines opérations, on est opérateur dans des activités de marchand de biens ou on est coopérateur dans des activités de promotion immobilière. Et enfin, on a une activité de commercialisation avec une structure qui s'appelle Good Property, que vous connaissez peut-être aussi, qui a une approche assez particulière qui vise à financer des mini-résidences, bons prix, bons emplacements. Voilà, une approche assez différenciante. Voilà, petit focus sur notre actualité du début de l'année. On a eu 2 prix gestion de fortune pour le palmarès 2022. On a été à la 2e place dans la catégorie de société de gestion d'actifs en immobilier et à la 3e place avec Builder dans la catégorie plateforme immobilière. Aujourd'hui, on a une équipe assez dense. Là, on n'affiche que quelques-uns. Il y a une vingtaine de personnes qui sont à l'immobilier, portées par 2 personnes clés qui sont Stéphane Ferrand, qui est anciennement directeur général adjoint de chez Akeris Promotion, devenu Edelis, qui aujourd'hui fait 180 millions d'euros de volume d'affaires. Et Sandes Maoui, qui est une ancienne formation HEC, qui est une ancienne Bouygues et Link City. Chacun, on a réparti nos activités avec Stéphane qui est sur la maîtrise d'ouvrage, mais qui a un œil un petit peu sur la gestion des risques de façon générale du pôle real estate, et Sandes qui est plus particulièrement dédié au financement des opérations. Un sourcing organisé autour de 3 personnes, même si de façon générale, tout le monde contribue au sourcing. Et puis, c'est vrai qu'on a une notoriété grandissante avec un sourcing assez naturel qui nous vient avec des sollicitations directes d'opérateurs. Voilà, une personne qui est dédiée à la stratégie de Builder. Et enfin, Nelly qui s'occupe de la commercialisation via Good Property. Et puis après, c'est des juristes, du support commercial, beaucoup de back-office. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec nous, on met l'accent beaucoup sur le support et le service qu'on peut apporter à nos partenaires.
Niveau track record, en quelque sorte, aujourd'hui, on a financé 90 opérations de promotion immobilière et de marchand de biens avec un rendement annuel moyen cible de 11%. Ça représente 86 millions d'euros investis. C'est vraiment en train de très fortement monter en puissance. On a des volumes qui augmentent significativement chaque année et des équipes aussi. C'est aujourd'hui, donc, je disais, plus de 20 personnes sur un groupe qui totalise 60 personnes. On a financé 2500 logements. On a déjà remboursé 18 opérations avec succès. On a quelques remboursements qui sont en cours là dans les quelques prochaines semaines, 2-3. Et on n'a aucun défaut ou aucun programme qui nous laisserait envisager un défaut. Vous verrez, on intervient tard dans les process, ce qui nous permet d'arriver à un stade où un certain nombre de risques sont écartés. On n'a pas de biais géographique, on intervient dans toute la France, on cible des grandes métropoles, des opérateurs, on cherche beaucoup de diversification, des opérateurs donc, qui ont de l'expertise, qui ont plusieurs années d'expérience, qui font entre 100 et 150 lots par an, mais aussi des opérateurs qui sont de taille plus significative, comme Edelis dont j'ai parlé, comme Carrère qui a à peu près le même niveau, le même volume, qui réalise à peu près les mêmes volumes qu'Edelis. On vient de travailler récemment avec Pick to Pick aussi, qui est un opérateur significatif. Ideal Group, qui fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Finalement, on s'adresse à tout type d'opérateurs. Des marchands de biens, c'est souvent moins organisé, des acteurs plutôt opportunistes qui ne font pas forcément beaucoup d'opérations chaque année. Et puis, pour les opérateurs en promotion immobilière, évidemment, c'est des structures beaucoup plus lourdes et beaucoup plus organisées. Un petit point sur le marché de l'immobilier résidentiel en France. En fait, l'idée, c'est de dire qu'on a un marché qui est vigoureux, qui est porté par un décalage entre l'offre et la demande de logement. Donc, on a une demande qui est en hausse, on a la taille des ménages qui diminue, une population qui augmente, une décohabitation qui est liée au divorce, donc une augmentation du nombre de ménages. Donc, on doit faire face à une demande de logement qui est croissante, et notamment dans les grandes métropoles, et une offre qui est insuffisante. Et ça ne s'arrange pas parce que dans le neuf, les mairies luttent contre l'étalement urbain pour des questions d'environnement, de coûts, de délais de transport. Et donc, on a une pénurie de terrain aussi. Si on ne va pas étendre les villes, il arrive un moment où on n'a plus de terrain disponible. Et dans l'ancien, on a un poids qui est en hausse et des opérateurs d'ailleurs du neuf qui ont tendance à venir vers l'ancien. On les forme d'ailleurs à ce titre parce que c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas forcément à la base, avec d'autres dispositifs fiscaux, etc. On a un poids donc qui est en hausse, mais on a un frein aussi à ce renouvellement urbain parce que les mairies ont des exigences et puis parce que dès qu'on décide de réhabiliter une friche en centre-ville ou de transformer quelque chose, on a toujours toutes les associations de quartier contre nous. Donc voilà, de façon générale, on a ces freins qui sont liés à la prise en compte des critères environnementaux par les municipalités. Donc comme je disais, plus d'exigences, des opérateurs qui ne sont pas forcément prêts et toutes ces demandes induisent des coûts un peu plus élevés. Donc aujourd'hui, même si on a un rattrapage post-Covid et post-élection municipale qui est avéré, on a une forte augmentation des transactions immobilières là sur 2021. On a quand même des stocks qui sont très bas, des sociétés de vente de biens immobiliers qui ont peu de choses. Et donc, finalement, pour les opérateurs, des débouchés qui sont assez faciles à trouver. On est très sollicité ou les opérateurs sont très sollicités par les sociétés de commercialisation d'immobilier qui recherchent des choses à vendre. Et voilà. Et on voit aussi la possibilité d'impacter certaines choses sur les prix de vente. En parallèle, on a des taux d'intérêt qui restent bas, on a une petite hausse latente qui a déjà un petit peu démarré, on ne sait pas si elle perdurera ou pas, mais malgré tout, corrigé de l'inflation, ces taux restent négatifs, donc ça incite à emprunter. Et en tout état de cause, il reste plus bas que la rentabilité locative des investissements. On a en parallèle des liquidités qui sont importantes et une appétence des investisseurs pour l'immobilier qui reste constante. Donc, niveau débouché, et niveau maintien des prix, pour l'instant, c'est plutôt des bons indicateurs.
Une tendance à l'augmentation des prix de revient des opérations, ça a vraiment déjà démarré depuis le Covid. On avait déjà observé la hausse du prix de certains matériaux comme le bois, le plâtre et l'acier. On a aussi la prise en compte de la RE 2020 qui, ça y est opérationnelle à partir de 2022. Donc ça, c'est soit des choses qu'on ne peut pas forcément faire, soit des coûts de réalisation qui sont supérieurs. Dans tous les cas, ça va augmenter les coûts de construction. Et puis les opérateurs ne sont pas toujours totalement prêts, donc voilà, ça nécessite une adaptation. Ces deux éléments, étant donné la pénurie, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à pouvoir les répercuter un peu sur les prix de vente. Plus récemment, on a l'augmentation du prix de l'énergie, même si donc, les hausses de gaz et d'électricité elles sont limitées, ou elles semblent à peu près être maîtrisées encore pendant quelques mois. Dans le bâtiment, cette augmentation du prix de l'énergie, ça va impacter le ciment et l'aluminium. Donc, voilà, il y a une vigilance sur les coûts de construction plus que sur les écoulements de l'eau. Comment on se protège de ça? Comment on le prend en compte dans notre stratégie d'investissement? Donc, sur les projets qui ont déjà été réalisés, ils sont sécurisés parce qu'on a eu les appels d'offres, les devis des entreprises. Il y a quelques petits ajustements où on voit que les entreprises nous demandent des augmentations de tarifs parce qu'elles ne peuvent pas faire face. Donc, c'est une négociation, mais ça reste assez maîtrisé, non significatif et ça n'impacte pas le rendement de nos investissements. Mais sur les projets à venir, il faut être vigilant. Nous, on va maintenir notre stratégie d'investissement qui vise à intervenir une fois les autorisations administratives purgées, le bouclage d'appels d'offres finalisé. Donc, sur certaines opérations, on a l'ensemble des devis des entreprises et dans toutes les opérations, on a au moins un pré-bouclage d'appels d'offres qui nous donne une bonne visibilité sur le coût des travaux. On est ensuite, Annelise y reviendra, mais on est prioritaire sur les marges des opérations, ce qui fait que lorsque, en gros, sans vouloir aller beaucoup plus loin, mais en gros, en moyenne, le coût de nos interventions, du financement des fonds propres des opérations, ça coûte à peu près 25% de la marge des opérations. Mais ces 25% sont pris prioritairement aux 75% restant aux promoteurs. Et c'est-à-dire que tant que la marge reste à 25% de ce qu'elle devait être initialement, nous sommes prioritaires et ça ne nous impacte pas sur les rendements. Donc ça nous permet d'absorber quand même d'éventuelles hausses de coûts de revient importantes et d'éventuelles baisses de prix, même en fin de programme aussi, si c'était nécessaire. C'est enfin maintenir un deal flow dense, une forte diversification. Vous verrez, nos fonds sont vraiment très diversifiés, que ce soit au niveau des opérations ou au niveau des opérateurs. Et pour revenir sur le deal flow, on a une sélectivité qui est importante. Réellement, on se démarque comme ça. En 2021, on a présenté en comité deal flow 193 millions d'euros de dossiers qui nous ont sollicité ou qu'on a déniché pour un besoin de financement. On en a présenté 114 millions d'euros en comité d'engagement. Il en est resté, il y a une erreur, 65 millions d'euros en comité d'investissement. Et enfin, on en a financé 46 millions d'euros pour une collecte équivalente. Donc, on a aussi une marge de manœuvre pour être de plus en plus sélectif. Et c'est un deal flow qui est vraiment très croissant. Je n'ai pas mis les chiffres de 2020, mais c'était bien moins. On a renforcé nos équipes, on a une notoriété qui est grandissante. On s'adresse de plus en plus aux opérateurs et notamment sur cette formation qui attire beaucoup de gens vers la réhabilitation et eux connaissent très bien la VEFA, on les amène vers la VIR, vers d'autres mécanismes sur lesquels ils ont besoin d'un soutien. On fait ça accompagné d'un cabinet d'avocats. Du point de vue du deal flow, on a d'autres éléments qui compensent ça aussi. C'est un besoin croissant des opérateurs parce que les exigences bancaires sont de plus en plus importantes. Les banques demandent plus de fonds propres dans les opérations. Donc là où, il y a quelques années, en 2017, c'était quelque chose comme 7-8% du chiffre d'affaires en fonds propres. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc ça, c'est aussi une augmentation pour nous des opportunités d'investissement. Les dossiers de petite taille sont plus beaucoup financés. On a des délais qui sont aussi très longs. Mais c'est vrai que sur les dossiers de petite taille, maintenant, il n'y a pratiquement plus de recours aux banques parce que c'est compliqué, c'est long. Et pour peu que le dossier soit court, c'est toujours des cycles très courts sur lesquels on intervient, de 12 à 24 mois.
finalement, l'effort d'aller chercher un partenaire bancaire et le risque d'échec est compensé, enfin, on compense ce surcoût lié au recours à nos fonds propres seulement. Et voilà, donc on a des dossiers plus significatifs, là où avant on finançait 1 million d'euros sur un dossier à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ben, aujourd'hui, on en finance potentiellement 3, 2 ou 3. On a un relogement des délais, ça c'est indéniable, et toutefois des seuils de commercialisation qui ont été revus à la baisse. Il y a plus de confiance dans les écoulements de l'eau et on atteignait 50-60% il y a quelques années de demandes de la banque sur la pré-commercialisation des lots. Aujourd'hui, elles y vont à 30-40%. Et enfin, l'évolution de la nature des opérations. La réhabilitation, généralement, on n'a pas de précom et donc on a un endettement, on a un besoin d'endettement qui est supérieur parce qu'on n'a pas les appels de fonds auprès des opérateurs, auprès des acquéreurs des logements. Voilà, donc un niveau d'apport requis par la banque qui est supérieur aussi. Voilà pour le point sur le marché. Bon, si vous avez des questions, on en reparle à la fin ou j'essaierai d'y répondre pendant qu'Annelise enchaîne sur la présentation de la stratégie d'investissement. Donc, Annelise, je te donne la main. Je ne sais pas si tu prends la main sur la présentation ou si je te défile les slides. Ah, on ne t'entend pas. Il faut que tu mettes le son. Ah, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Tu défiles la présentation pour moi parce que je ne peux pas le faire. D'accord, je défile. Allez, super. Merci, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, effectivement, au niveau donc, de notre stratégie d'investissement et en tout cas au niveau des opportunités d'investissement, on va avoir une première opportunité où on va être sur des opérations de marchand de biens. Alors, on entend par marchand de biens souvent un achat-revente. Alors, on va intégrer sur la partie marchand de biens des opérations de rénovation, puisqu'on va financer effectivement les marchands de biens qui vont acheter un immeuble en bloc, le rénover, le découper et le revendre. Donc là, on va financer donc, du coup, des opérations de rénovation et également des opérations de transformation, puisqu'on va également transformer et financer donc, des opérations de transformation d'actifs industriels et d'immeubles de bureaux en logement, puisque, rappelez-vous, on finance essentiellement, on a un focus sur de l'immobilier résidentiel, sur du logement. On va financer des opérations de bureaux et de commerce, mais vraiment à la marge, on est vraiment sur du résidentiel. Ça, c'était pour resituer notre cible. Alors, on est sur des opérations de marchand de biens et également sur des opérations de promotion immobilière, sur de la création pure, où là, on a un foncier et on construit. Sur les opérations de marchand de biens, on va être sur des durées comprises entre 12 à 24 mois. Sur les opérations de promotion, sur des durées entre 18 à 24 mois. Voilà. Donc, on va financer des opérations de marchand de biens et de promotion immobilière. En ce qui concerne notre processus d'investissement et notre stade d'intervention, alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'un promoteur va se financer au travers d'appels de fonds qu'il va réaliser donc, auprès d'acquéreurs. Donc, voilà, au niveau de l'avancée du chantier, ça va être en fonction justement des appels de fonds hors d'eau, hors d'air. Et il va également se financer au travers donc, du coup, de la ligne de crédit bancaire. Donc, on va lui octroyer la banque à la condition donc, que le promoteur apporte des fonds. Et c'est là où on va intervenir, puisqu'effectivement, on va donc apporter les fonds propres requis par la banque au promoteur. Donc, pour que vous compreniez notre stade d'intervention, on ne se substitue pas à la banque, on vient vraiment aux côtés de la banque et on intervient sur un stade avancé, puisque comme vous pouvez le voir, on intervient au moment de l'achat du terrain, au moment de l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le promoteur, lui, ça fait des mois qu'il est sur le projet, puisqu'il a déjà défini son projet, fait son étude de faisabilité, et comme l'expliquait Karine, il a déposé son permis qu'il a obtenu, qu'il a purgé, il a commencé à pré-commercialiser sa résidence, et il a établi son marché de travaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intervient sur un stade avancé, c'est-à-dire qu'on va, nous, écarter le risque administratif puisqu'on demande au promoteur à ce que le permis ait été déposé et purgé, ce qui nous permet, nous, de sécuriser cette partie-là. On va également émettre certaines conditions. Première condition administrative, on va également émettre deuxième condition d'un point de vue commercial, puisqu'on va limiter le risque commercial dans la mesure où on va s'aligner au taux de pré-commercialisation que va demander la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment depuis le Covid, comme l'expliquait Karine, on a des seuils de pré-commercialisation qui ont été relevés. C'est-à-dire que les banques, aujourd'hui, débloquent justement leur crédit d'accompagnement, la ligne de crédit bancaire, à la condition que le promoteur ait commercialisé
au moins 40 à 50% de la résidence et pré-commercialisé 40 à 50%. Là où auparavant, avant le Covid, on avait 30 à 35% de taux de pré-commercialisation. Donc, on va dire que ça sécurise en tout cas le risque commercial est là, mais par contre, il est limité, puisque quand on intervient à un moment donné, donc lorsque le promoteur achète son terrain, lorsqu'il a déjà pré-commercialisé 40 à 50% de sa résidence. Donc, on intervient, nous, sur le cycle de construction, en moyenne 18 à 24 mois, et durant cette période-là, il a donc 2 ans pour commercialiser la totalité de la résidence. Évidemment, on fait, nous, une analyse de marché, on vérifie effectivement les prix de vente, on fait un test de sensibilité sur les lots restants et on fait souvent un stress test en se disant, voilà, sur les 7 derniers lots, ce qui souvent correspond à la marge du promoteur, on diminue de 25% les prix de vente et on regarde quel est l'impact sur notre marge et surtout quel est l'impact par rapport à nos investisseurs. Donc, on considère que le risque commercial, il est là, mais qu'il est limité. Et sur la partie technique, Karine a présenté effectivement notre équipe. On réalise un audit technique sur chaque projet que l'on va financer. Et là, effectivement, l'expertise immobilière donc, de notre équipe prend tout son sens, puisqu'effectivement, on considère maîtriser cet aspect-là. On vérifie effectivement le pré-bouclage d'appel d'offres qu'a obtenu l'opérateur. On fait un test de sensibilité sur le coût des travaux. Et évidemment, on met un aléa sur la partie chantier, mais effectivement, cette partie technique, on considère la maîtriser. Au niveau de la structuration des deals, ce que l'on va faire, c'est qu'on va financer chaque projet au travers d'une SAS que l'on dédie au projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez M Capital, on a des SAS donc vierges qui attendent effectivement le financement de projet. Et donc, les investisseurs vont investir finalement dans cette SAS dédiée pour le projet. Je prends un exemple où un promoteur a un besoin de fonds propres d'1 million d'euros. Donc, les investisseurs vont investir dans cette SAS, apporter donc 1 million d'euros de fonds propres requis par la banque. Et ce million d'euros va être apporté en concourant dans la SCCV. La SCCV, c'est la société de construction-vente qui permet finalement de payer les factures de chantier et d'encaisser les actes de vente. Et tout ça pendant la phase de construction du programme, à savoir pendant la période des 18-24 mois en fonction de la taille du projet. Et on va structurer nos opérations de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on va constituer une SS. On va éviter, ou on va le faire vraiment à la marge, de faire du financement corporate, c'est-à-dire d'amener ce million d'euros directement dans la holding de l'opérateur. On constitue vraiment une SS par projet et on fait un financement véritablement de projet pour flécher vraiment les fonds propres que l'on a apportés par projet. Ça, c'est un point important. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va mettre en place 2 mécanismes pour sécuriser l'opération. Premier mécanisme, Karine en a parlé tout à l'heure, de priorité sur la marge de l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on structure l'opération où, effectivement, les premiers milliers d'euros de la marge vont aller à nos investisseurs. Alors, il faut savoir aujourd'hui que le coût pour un opérateur de faire appel justement à un financement externe à nous, ça lui coûte à peu près 25% de sa marge. Donc, on sait que sur une marge globale, les premiers 25% de la marge vont aller à nos investisseurs. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple, sur une marge prévisionnelle à 1 million, on sait que les premiers 250 000 euros vont aller à nos investisseurs. Si au terme des 2 ans, on a une marge qui est dégradée, on n'a plus 1 million de marge, mais on a 700 000 euros. Les 300 000 euros de perte de marge, c'est le promoteur qui va la subir, mais ce n'est pas nos investisseurs. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a une priorité sur la marge au niveau de l'opération. Ça, c'est le premier mécanisme que l'on met en place pour sécuriser l'opération. Ensuite, on s'est dit, si jamais on a un souci au niveau de la marge et qu'on a une difficulté au niveau du projet, que la marge n'est pas suffisante, on a mis en place un second mécanisme que l'on appelle la garantie autonome à première demande. C'est une garantie donc, qui est donnée par l'opérateur, que l'on contractualise au début du protocole, au début du projet évidemment. Cette garantie est donnée par le promoteur et nous permet, nous, de le contraindre au paiement des intérêts à servir à nos investisseurs si la marge était dégradée ou donc pas suffisante. Donc en fait, si la marge n'est pas suffisante et si le projet donc a un défaut, cette GAPD permet de contraindre le promoteur au paiement des intérêts manquants et le promoteur vient se substituer finalement à la SCCV. Donc ça, c'est un point important. Ça permet de sécuriser l'opération. Après, il y a un risque théorique. Alors, je dis un risque théorique puisque effectivement, c'est de dire que le promoteur fasse faillite. Alors, ça ne nous est pas arrivé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un risque théorique, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas, effectivement, les opérations ne sont pas garanties, mais il faudrait que le projet et le promoteur fassent défaut de façon simultanée pour qu'il y ait un risque théorique, en tout cas, de perte en capital total.
Pour autant, on pourrait imaginer que le promoteur fasse faillite, on termine notre projet, on sort la marge et on paye les intérêts à nos investisseurs. Inversement, le projet fait défaut, on va aller contraindre le promoteur au paiement des intérêts manquants. Notre seul risque, c'est quand les deux font défaut de façon simultanée. Risque que l'on a quand on est sur un seul deal, mais que l'on ne retrouve pas évidemment quand on est sur un portefeuille diversifié, notamment dans nos fonds, puisqu'on est très diversifié entre 70-80 opérations. Donc effectivement, ce risque-là est complètement supprimé. Le risque, il est quand on est sur un seul projet. Donc ça, ce sont nos conditions d'investissement que l'on va émettre pour chacun des deals et des différents projets. Alors maintenant, pour parler plus spécifiquement de notre FCPR Select Promotion 3, donc effectivement, le fonds, donc on est sur le troisième de la gamme Select, de la gamme Select Promotion. Le fonds, l'idée, c'est effectivement de détenir un portefeuille d'opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Nous sommes toujours sur de l'immobilier résidentiel, avec les critères stricts que je viens de vous détailler, donc de diversification et de maturité, avec notre stade d'intervention avancé. On va effectivement aller chercher et cibler un objectif de 7% par an, net de tout frais pour l'investisseur. Et nous allons être sur une durée de 4 ans, prorogeable 1 an, ce qui nous permet de faire 2 cycles, 2 tours successifs, puisque le fonds va investir dans des SAS, qui vont durer en moyenne 18-24 mois. Ensuite, ces SAS-là vont être remboursés, on va rembourser dans le fonds, et le fonds va pouvoir réinvestir sur un second tour. Et donc ensuite, c'est pour ça qu'on est sur une durée de 4 ans, maximum 5 ans. Le FCPR Select Promotion 3, on l'a lancé en septembre 2021 et on a une phase de commercialisation jusqu'au mois de mai 2022. C'est un fonds qui est agréé par l'AMF où on a majoritairement des obligations. C'est un fonds qui est accessible à partir de 5 000 € avec les parts A et à partir de 100 000 € pour les parts B. La différence entre les deux, c'est des frais de gestion plus faibles pour votre client, puisque nous avons 3% de frais de gestion pour les parts A et 2,6% pour les parts B. En ce qui concerne votre rémunération, vous êtes rémunéré sur les droits d'entrée de 0 à 5% à votre main, qu'on vous rétrocède en totalité. Ensuite, vous êtes rémunéré sur un cours, 1% sur les parts A et 0,8% sur les parts B. Au niveau de l'objectif de rendement cible de 7% par an, alors on est sur un objectif de rendement cible de 7% par an versé in fine. Il n'y a pas de distribution annuelle. On a un remboursement qui va s'opérer à la fin du second cycle, donc à partir de la 4e année, où on commencera à rembourser au fil de l'eau, en fonction des remboursements de chacun des projets, les clients. C'est un fonds, alors quand on a fixé nous et quand on a fait tourner le modèle, comment on allait chercher justement cet objectif de 7? On s'est dit qu'on allait avoir des frais de gestion les plus importants, à savoir des frais de gestion de 3%, qu'on allait avoir que des parts A. On a pris une moyenne de droit d'entrée de 2,5% et surtout, on s'est dit qu'on allait mettre 9 mois pour investir, ce qui est plutôt prudent puisque ce qui coûte cher au niveau du rendement au niveau du fonds, c'est effectivement l'inertie au sein du fonds. Et vous allez le voir aujourd'hui, le FCPR 3 a déjà collecté 10 millions, on a déjà investi 6 millions. Donc, on va rentrer dans le détail, mais donc on a été plutôt prudent. En tout cas, voilà comment on a plutôt fixé notre objectif de rendement de cible de 7%. Aujourd'hui, le fonds, vous pouvez le loger au sein d'un PEA-PME, contrat d'assurance vie luxembourgeois, compte titre ou directement en pur chez notre dépositaire. Alors, en ce qui concerne l'imposition en sortie, pour les personnes physiques, on sort à la flat tax, sachant que vous avez également la possibilité, le fonds est éligible aux personnes physiques et également aux personnes morales. Alors, ce fonds-là n'est pas éligible à l'article 150.0 BTR. C'est un fonds vraiment où on va aller chercher du rendement, on est sur un produit de diversification. Par contre, le fonds est exonéré d'IFI. Et vous avez la possibilité de souscrire directement en ligne via notre espace extranet avec la mise en place d'un prélèvement ou d'un virement. Donc voilà, donc ça c'est notre fonds qui va être à partir de 5 000 € éligible aux personnes physiques et aux personnes morales, avec un objectif de rendement de 7% par an. Si on regarde ensuite effectivement les points d'étape du FCPR 3, puisqu'aujourd'hui on a collecté 11 millions d'euros avec un objectif de 30 millions fixé donc, pour une fin de collecte prévu le 25 mai. On a déjà investi 6 millions d'euros aujourd'hui, donc c'est ce qui est important pour nous, c'est d'aller chercher effectivement, d'investir immédiatement et de ne pas d'avoir une inertie vraiment le minimum possible pour pouvoir aller chercher le rendement le plus élevé. Aujourd'hui, ça représente 20 opérations avec une répartition effectivement de 11 opérations en promotion immobilière et 9 opérations en marchand de biens. C'est important aussi parce qu'on a une diversification au niveau des opérateurs.
On a également une diversification d'un point de vue géographique, mais aussi tant de la partie promotion et la partie marchand de biens prend de plus en plus effectivement d'importance au sein du fonds. Et on est diversifié aussi par rapport à des opérateurs, puisqu'on a 16 opérateurs dans lesquels on a déjà investi au sein du FCPR Select Promotion 3. On a aujourd'hui un rendement annuel moyen embarqué dans le fonds de 15,5%. Alors, évidemment, là, n'est pas pris en compte l'inertie qu'il pourrait y avoir d'ici la fin de l'investissement dans sa globalité. Aujourd'hui, en tout cas, on est en phase effectivement avec notre objectif, puisque ce rendement-là, c'est avant tout frais. Et on a une durée maximale prévisionnelle moyenne des opérations qui est de 20 mois. Souvenez-vous, ce qui nous permet d'être dans nos 2 cycles et donc 2 tours successifs pour justement être dans notre objectif donc de durée maximum de 4 ans, maximum de 5 ans. Alors là, on a des exemples, donc quelques exemples d'opérations financées par le fonds. Donc, le premier exemple, c'est avec le promoteur Ideal Group. Karine Allais vous en a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est une levée de fonds avec plusieurs opérations, puisqu'on a financé 3 projets, donc un situé à Nantes, à Rennes et à Bordeaux. Alors là, on a le projet de Nantes, c'est une opération donc, de promotion immobilière où on était sur 16 logements. On a également sur Rennes, on était sur un projet donc, de promotion immobilière avec 54 logements. Et sur Bordeaux, on est une opération de marchand de biens où on a rénové 4 appartements et on a construit 7 logements. Là, c'est vraiment une émission obligataire convertible. On a un horizon d'investissement de 15 à 24 mois avec un TRI cible de 11,5%. Le promoteur Ideal Group est un promoteur assez solide puisqu'effectivement, comme le disait Karine, on a un chiffre d'affaires donc de 120 millions d'euros, donc avec une garantie donnée par l'opérateur. Donc effectivement, on va travailler des promoteurs de taille intermédiaire, mais aussi des promoteurs un peu plus solides comme Ideal Group. Ensuite, on a également investi dans un projet donc, avec l'opérateur Adamia. Là, on est sur un projet donc, de réhabilitation très bien situé, puisqu'on est situé donc, face au nouveau port donc, de Saint-Tropez. Ici, ce sont une ancienne résidence de Pierre et Vacances qui a été réhabilitée où il y avait 90 appartements qui ont été réhabilités et rénovés pour créer 43 appartements et 60 parkings aériens, ce qui est une offre plutôt rare à cet emplacement-là. On est sur une émission obligataire simple sur une durée de 18 à 24 mois avec un TRI cible de 11,5%. Donc évidemment, avec Adamia, un opérateur pareil reconnu. Ici, le projet, on a un emplacement qui est vraiment très très bien situé avec une offre vraiment rare par rapport à la rareté du produit. Donc pour nous, c'était véritablement une opportunité au niveau de cette levée de fonds. Ensuite, en ce qui concerne donc notre projet, donc on est avec l'opérateur donc Perspective situé à Guaran dans le 31, donc près de Toulouse. Ici, on est sur la rénovation de 3 lots et la construction de 2 maisons. Alors, comme vous pouvez voir, là, on est sur une durée plutôt courte puisqu'on est sur une durée comprise entre 6 à 15 mois avec un TRI cible ici de 17%. Ici, on a une marge qui est très confortable. On a une pénurie d'offres sur cet endroit justement qui nous permet d'avoir justement de diminuer le risque au niveau d'un point de vue commercial et on a peu de risques techniques sur cette opération. Donc, c'était effectivement pour nous voilà, un fort intérêt que de financer cette levée de fonds. Ensuite, on a dernier projet, effectivement, Prat d'Eslo, opérateur Prat d'Eslo. Là, on est situé donc à Saint-Malo. Donc ici, c'est une émission obligataire convertible. On a ici, on finance donc la réhabilitation d'une malonière, donc un ancien bâtiment pour pouvoir créer donc 3 appartements. Et on a également une partie promotion immobilière puisqu'on crée 7 logements également sur le site. Alors, excusez-moi, parce que du coup, on est sur une durée ici de 12 à 18 mois avec un TRI ici de 14,3%. On a une marge ici qui est très confortable puisqu'on a une marge de 15% sur le projet. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec notre fameuse priorité sur la marge, c'est un réel intérêt aujourd'hui. En tout cas, ça conforte l'opération pour nos investisseurs. En ce qui concerne l'opération Peak-to-Peak, alors effectivement, là, on a financé une levée de fonds donc, avec l'opérateur Peak-to-Peak, opérateur parisien sur un projet situé en Corse.
pour la rénovation d'une résidence de tourisme. Alors, l'opérateur Pic2Pic, c'est un opérateur effectivement reconnu. On est sur une émission obligataire convertible. Ici, on réhabilite donc une résidence de tourisme. Les travaux ont déjà démarré, donc c'est déjà très avancé. On a un horizon d'investissement entre 9 à 15 mois avec un terrissible de 18,4%. On a une marge qui est très confortable puisqu'on a une marge qui est de 12%. On a un avantage ici au niveau de la commercialisation, c'est qu'il y a l'avantage lié à l'investissement en Corse avec une réduction, un avantage en tout cas fiscal d'investir en Corse, et surtout avec un promoteur solide, le promoteur effectivement Pic2Pic, et surtout un avancé au niveau des travaux, au niveau de la rénovation de la résidence. Ensuite, on a l'opérateur Juste. Alors là, on a fait une levée de fonds en multi-opération. Alors, essentiellement des opérations donc, de promotion immobilière, également des opérations donc, avec des terrains, des lotissements et des maisons. Ici, c'est une obligation convertible. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on était très diversifié puisque on a 5 opérations donc, au niveau donc, de cette levée de fonds avec des horizons d'investissement entre 12 à 24 mois, avec un terrissible ici de 13%. L'avantage étant également d'être diversifié donc, sur Balma et le Lerme, situé dans la région département de Garonne, et également à Andernos-les-Bains dans le 33. Donc là, c'était l'avantage plutôt multi-opérationnel. Et enfin, on est une opération donc, de marchand de biens située avec l'opérateur marchand Méric, sur un Méric. On est ici sur un horizon d'investissement très court, entre 4 à 12 mois, avec un terrissible de 16%. Ici, il s'agit en fait de réhabiliter en fait une maison, un T6, l'emplacement, vraiment très, très bel emplacement, et surtout la rareté avec une piscine située effectivement au cœur de Toulouse. Donc voilà pour ce dernier exemple d'opération financée au sein du fonds, avec en avant-première, on va dire, un prochain projet dans lequel le fonds va investir, projet d'ailleurs qui va sortir sur notre plateforme Builder, puisqu'ici, il s'agit donc de l'opérateur Ramos, en promotion en fait avec un promotion partner, où il s'agit de construire une résidence de jeunes seniors à Montauban. Ici, il s'agit de créer en fait un village de résidence service senior, une RSS, avec 174 villas. Ici, on est sur un projet donc en action, sur un horizon d'investissement de 27 mois avec un terrissible de 11,5%. On a ici, au niveau de la commercialisation, un commercialisateur assez solide, puisque c'est Théséis qui a pris la commercialisation de ces villas. Et effectivement, on a déjà 50 lots qui ont été pré-commercialisés. Et donc, le fonds va prendre part effectivement au deal. Et ce deal-là devrait sortir d'ici la fin de la semaine, on l'espère, sur la plateforme Builder pour investir directement ici dans le projet. Alors, si on revient un petit peu sur notre gamme, donc sur le premier FCPR Select Promotion 1 que l'on a commercialisé début 2019, donc c'était le premier donc, de la gamme Select Promotion. Ici, il est donc en train de faire son second tour, puisque donc les premiers investissements qui ont été faits sur le premier cycle ont été remboursés au sein du fonds. Et donc là, le fonds est en train de réinvestir sur le second cycle. On a les premiers remboursements prévus sur le 4e trimestre 2022. Donc, comme je vous l'indiquais, on n'attend pas effectivement que tous les deals arrivent à échéance, mais on rembourse au fil de l'eau en fonction du remboursement de chacun des deals. Le fonds a investi aujourd'hui, a financé 35 opérations avec 28 opérateurs. Donc, vous voyez, on est très diversifié, tant au niveau des opérations que des opérateurs, sur une répartition 60% de promotion et 40% de marchands de biens. Et effectivement, comme je vous l'ai expliqué, c'est important pour nous de diversifier vraiment les opérateurs de marchands et de promotion. On a un rendement moyen embarqué supérieur de 13%, c'est-à-dire avant tout frais. Donc, on est bien en phase avec notre objectif de 7%. Et on a la dernière valeur liquidative connue au 30 septembre 2021 est de plus 18,57%. Donc, on voit bien qu'on est sur un marché résilient. Alors, on a une légère courbe en J sur le FCPR Select Promotion 1 sur le premier trimestre, mais qu'on ne retrouve pas sur le 2. Puisqu'effectivement, sur le FCPR Select Promotion 2, donc on l'a lancé en septembre 2020. Ici, donc on est sur le premier cycle, puisqu'effectivement, on a investi en totalité donc sur le premier cycle.
On a ici, vous le voyez, sur la première VL, la première valeur liquidative est positive, puisque vous voyez, on avait une première VL à plus 3,63 et plus 3,4% pour les parts A et B. Et on a une VL connue au mois de septembre 2021 qui est de plus 5,18 et plus 4,54%. Aujourd'hui, le fonds a investi dans 45 ou 47 opérations. Karine, je te laisse. Oui. Oui, voilà, le fonds a investi dans 100% et 49 opérations, vous voyez, avec 32 opérateurs. Donc, on est très diversifié au niveau du fonds. Et pareil, on a un rendement moyen embarqué supérieur de 13%, donc avant tout frais. Et la dernière valeur liquidative du 30 septembre, pour les parts A, donc elle est de 4,54%, et pour les parts B, de 5,18%. Donc, effectivement, on est là, pour le coup, vraiment très diversifié. On a déjà 49 opérations financées sur le premier cycle. Quand on va arriver au terme du premier cycle, que ces 49 opérations vont être remboursées, on va réinvestir pareil sur des nouvelles opérations. Donc, on va être au niveau du fonds entre 70-80 opérations, je pense, au niveau du FCPR Select Promotion 2, très diversifié. Donc, quand je vous parlais du risque de perte en capital total que l'on a quand on est sur un seul projet, à savoir si le projet et le promoteur font défaut de façon simultanée, on a ce risque de perte en capital total. Dans le fonds, avec 80 projets, vous voyez bien que ce risque-là, on ne le retrouve pas. On sera dilué, on va mutualiser le risque, le fait d'être sur un portefeuille diversifié et aussi diversifié que le FCPR Select Promotion 2 et 3 pour celui qui va arriver. Voilà pour le FCPR Select Promotion 3. Alors, Karine, je te laisse du coup reprendre la main pour les perspectives à venir sur le Voilà, c'est vraiment assez bref et on reviendra après parce qu'il y a quand même un certain nombre de questions. Donc, les perspectives qui sont liées à ce FCPR Select Promotion 3, c'est ce qu'on a dans le pipe. Là, aujourd'hui, on a 17 dossiers qui sont en cours d'étude et qui sont assez bien avancés puisque c'est des financements qui devraient intervenir d'ici fin avril 2022. Ça représente 15 millions d'euros. Donc, par rapport aux 10 millions d'euros dont parlait Anne-Lise, on n'a vraiment pas de sujet de délai d'investissement et d'inertie là dans ce fonds aujourd'hui, qui d'ailleurs est maintenant seul à investir puisque le 1, le 2 n'ont plus du tout de cash, sont investis à 100%. Donc voilà, tous les deals maintenant sont préemptés par ce FCPR Select Promotion 3, donc on va avoir un rythme d'investissement qui va être encore plus rapide. On a une première valeur liquidative au 31 mars 2022 qui va être publiée le 25 mai 2022 et donc on a une période de commercialisation qui va s'arrêter le 25 mai 2022 au jour où en fait elle va être publiée le 26, donc le 25 au soir, c'est la date des derniers BS. En autre actualité, et là, ça n'a plus grand-chose à voir, mais on a une question d'ailleurs à ce sujet. Donc, on a le FPCI IMO Remploi 2. Le FCPR Select Promotion 3 n'est pas éligible au remploi parce qu'il y a certaines contraintes d'investissement et notamment être investi à 75% en actions 5 ans après la souscription. Donc, ce n'était pas du tout applicable sur un fonds qui a une durée de vie de 4 ans, prorogeable 1 an. Et on a créé un véhicule dédié. Donc, le premier a été clôturé en octobre. Aujourd'hui, on a lancé, là, il y a quelques jours, on a reçu les premières souscriptions, le FPCI, on va communiquer dans les prochains jours, le FPCI IMO Remploi 2. Donc, il est dédié au remploi des plus-values en report d'imposition. Il a une stratégie d'investissement similaire. Il va co-investir avec tous nos autres fonds. Mais en revanche, la grande différence, c'est la durée de vie qui est de 6 ans prorogeable 1 an, ce qui nous permet de respecter le délai de 5 ans investi à 75% en actions. Enfin, par ailleurs, on réfléchit à un véhicule dédié au co-living et aux autres actifs gérés. C'est vrai qu'on n'a pas fait de focus parce que ce n'est pas forcément des montants très significatifs sur le co-living et le FCPR Select Promotion 3, mais on a financé déjà une dizaine d'opérations en co-living. On est généralement opérateur ou coopérateur aux côtés d'un acteur qui s'appelle Paris Me Voilà, qui a déjà à peu près 150 lots. On a livré nos 2 premières résidences qui sont en cours d'exploitation. Tout est en région parisienne. Là, en l'occurrence, c'est Ivry et Villejuif. Elles sont remplies à 100%. Elles ont été remplies en quelques jours. Et voilà, il y en a 8 autres qui sont en cours. On développe, on a beaucoup d'opportunités. On a une stratégie qui vise à acheter des maisons
petite maison, grande maison, hein, mais mettons entre 200 et 300 mètres carrés, pour y faire quelques cellules, mais c'est entre 10 et 12 cellules, le maximum étant 21 cellules pour une opération, 21 lots pour une opération dans le 19e à Paris, une ancienne maison de maître avec un jardin. Donc, c'est vraiment une tendance de fond. Les gens cherchent avec le Covid, ça s'est renforcé, de la cohabitation, une sortie, un jardin, du partage. Voilà, et donc, ce qui nous intéresse, nous, dans ces ensembles, c'est le côté humain et le côté réversible de l'actif. Et enfin, le côté réhabilitation. Donc, on va acheter des maisons qu'on va transformer. Donc, on gagne sur cette partie marchand de biens. On va déjà les revaloriser. Et ensuite, aujourd'hui, on a une stratégie qui vise à les revendre tout de suite. Dès qu'ils sont mis en exploitation, on commence à chercher un acquéreur. On va chercher les 2 premiers acquéreurs sur celle de Ivry et Villejuif, puisqu'on a fait la démonstration de la rentabilité. Demain, avec l'OPCI, notre objectif, c'est de rester, de pouvoir conserver les biens et de pouvoir cumuler cette plus-value liée à l'opération value-add de transformation et aussi le rendement lié à l'exploitation de ces actifs. Voilà, et enfin, Anne-Lise en a parlé, on lance sur Builder la collecte du projet Ramos. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un TRI de 11,5% dans la présentation du fonds. En fait, il y a toujours un décalage entre le TRI des investisseurs directs sur Builder et le TRI qui rentre dans le fonds, parce que sur les opérations, il y a des honoraires de structuration qui sont facturés aux promoteurs. Quand c'est le fonds qui intervient, ces honoraires reviennent au fonds. Donc, ça gonfle le TRI. Voilà, ça va être un projet, on vous laisse revenir vers nous si vous voulez en savoir plus, qui va durer 27 mois maximum, prorogation incluse, et qui est éligible au régime mère-fille et aussi au 150 0 BTR. Des questions? On en a quelques-unes. Alors, alors, si on investit via une personne morale, la fiscalité en sortie est-elle bien l'IS classique, 15% si le résultat est inférieur à 38 120 et 25% au-delà? C'est le cas, effectivement. Voilà, l'impôt société classique. Aujourd'hui, il y a une question sur la collecte aussi. Aujourd'hui, on a collecté 11 millions depuis le lancement en septembre 2021, ce qui semble peu par rapport à l'objectif de sortie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 11 millions, c'est quasiment 3 fois plus à ce stade que sur le FCPR Sales Promotion 2, qui, lui, a terminé sa collecte à 18,5 millions. Et en fait, on a traditionnellement beaucoup de collectes à partir de maintenant. Là, aujourd'hui, on collecte à peu près 1 million d'euros par semaine. On a une très grosse accélération sur la fin parce que bon, voilà, les gens attendent parfois le dernier moment. Et voilà. Et pour revenir sur le FCPR Sales Promotion 2, sur les 18,5 millions, on en a collecté 12 les 2 derniers mois. Donc, on est très confiant sur les 30 et on pense même arriver un peu au-delà, entre 35 et 40, je pense. En tout cas, c'est ce qui semble se profiler avec les chiffres là, l'avancement, si on compare aux deux. Et du coup, la diversification, pour revenir sur le FCPR Sales Promotion, du coup, il y a une question sur la diversification aussi. Si jamais, ce qu'on n'envisage pas, mais si jamais on n'atteignait pas les 30 millions d'euros, est-ce qu'on arriverait à maintenir ce même niveau de diversification? Comme on l'a vu sur le FCPR Sales Promotion 2, on n'a collecté que 18,5 millions. On a quand même investi dans 49 opérations. Donc, voilà, pas d'inquiétude sur la diversification. Tous les investissements co-investissent avec Builder. Donc, on ne surexpose pas le fonds à un projet et on fait voilà, des répartitions entre les différents fonds et notre plateforme. Donc, on n'a pas d'inquiétude sur le respect de la diversification et c'est vraiment notre priorité. Oui, a priori, pas de courbe en J pour la VL de ces 3 millésimes. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les honoraires de structuration qu'on facture aux opérateurs. Lorsque le fonds investit, ces honoraires de structuration lui sont acquis. Et donc, pour chaque investissement, tout de suite, on rentre quelque chose comme 7-8% de l'investissement en produit dans le fonds. Et ça permet, malgré l'inertie, mais qui est faible, ça permet largement de compenser les 3% de frais de gestion ou les 2,6% en fonction de la part. Donc, tout de suite, finalement, les produits sont supérieurs aux charges et on n'a pas de phénomène de courbe en J et on n'en aura pas non plus sur le FCPR Sales Promotion 3.
Ce qui d'ailleurs explique pourquoi on arrête la collecte le 26 mai. Bon, d'abord parce que c'est pas très simple d'avoir une collecte trop longue et puis pour nous c'est difficile à gérer, mais c'est aussi parce que le 25 mai, on devrait publier une valeur liquidative supérieure à la valeur d'origine et il faudrait souscrire les prochains investissements à partir du 26 mai à la valeur liquidative et donc ça a d'autres implications et voilà, donc on a décidé d'arrêter dès la publication. Club deal immobilier, oui, de 7 à 15. Alors, la rentabilité sur les clubs deal immobiliers, on bascule sur les investissements en direct, c'est 7 à 15% net de frais pour le client, effectivement. Les investissements, ce n'est pas forcément en action, ça peut être de l'obligation, de l'action. Quand on est en obligation, on est sur des rendements figés. Généralement, on est aux côtés d'un opérateur tiers et on va avoir un contrat d'émission d'obligation qui va prévoir un rendement in fine, contractuel, figé, prioritaire. Et donc là, on retrouve des rendements généralement entre 8 et 11%. On a d'autres solutions qu'on propose en action. On a soit une catégorie d'action de préférence où on va reproduire quelque part le schéma obligataire et on va prédéterminer le rendement, soit, et c'est là où on va aller chercher les plus forts rendements, des investissements en actions ordinaires. Là, c'est sur les deals sur lesquels on est aussi opérateur et on va tous investir pari passu sur les opérations et on va tous bénéficier de la marge de ce secteur. En fin de compte, il n'y a plus de décalage entre le rendement investisseur, le rendement opérateur. Tout le monde, nous sommes opérateurs. On apporte, mettons, le groupe M Capital, 30% du capital, on collecte 70% du capital et tout le monde va bénéficier de la marge à hauteur de son apport. Donc là, on va aller chercher des rendements beaucoup plus élevés. Mais on n'a pas de garantie, c'est des risques qui sont aussi plus élevés. Mais voilà, et 15, on déboucle dans les quelques prochains jours une opération à Cannes. Vous êtes peut-être concernés, vous avez reçu l'information, où les opérateurs qui vont sortir là au mois d'avril ont investi en actions ordinaires. Ils sortent avec un TRI supérieur à 22%. Donc voilà, on a mis 7 à 15, mais tout est possible en fait. Le fait d'être opérateur, ça nous permet de proposer aussi d'investir à nos côtés sur des opérations en investissant aux mêmes conditions que nous. La rémunération au niveau du club deal immobilier via la plateforme Builder, ici c'est de l'upfront et c'est 1% par an en fonction de la durée du deal. Si le deal dure 2 ans, vous êtes rémunéré 2% hors taxe en upfront. Voilà, il n'y a pas d'encours et on n'a pas de droit d'entrée contrairement au fonds. Donc, c'est vraiment du net pour le client et vous êtes rémunéré à 9 francs. Alors, vu que les opérations déjà retenues sont probablement au début ou à mi-parcours des travaux, sans parler des opérations à venir, la situation actuelle ne risque pas de compliquer largement les choses. Alors, aujourd'hui, en fait, ça serait revenir sur tous les mécanismes qu'on a mis en place. D'abord, les stades d'intervention. On a des opérations qui sont commercialisées, mettons, dans la grande majorité à 50%, et des pré-bouclages d'appels d'offres ou des bouclages d'appels d'offres qui sont obtenus. Donc, d'éventuels négos, d'éventuelles hausses de prix pourraient soit être répercutés sur les prix de vente des 50% restants, si possible, soit feront l'objet d'une négociation, soit effectivement impacteront la marge, mais comme on ne capte que généralement 25% de la marge des opérations, comme disait Anis, tant que ça n'impacte pas 75% des opérations, finalement, c'est indolore pour le fonds et pour nos investisseurs. Donc, notre risque, ce serait effectivement brutalement une très forte augmentation du coût technique, qui pour autant est partiellement sécurisé, qui va au-delà qui entraîne une perte au-delà de 75% de la marge initialement prévue. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais dans ce cas, là, aujourd'hui, on n'a pas de projets qui sont identifiés comme étant critiques de ce point de vue-là. Et pour autant, on a la garantie autonome à première demande qui est donnée par l'opérateur aussi et dont parlait Anne-Lise. C'est-à-dire que si la société civile de construction Vente en Bas ne peut pas faire face à son engagement et nous payer le rendement contractuel, on ira chercher le promoteur qui devra se substituer à cette société civile de construction Vente pour rembourser le nominal et le rendement contractuel. Donc, bon, voilà, le risque résiduel, c'est
j'ai à la fois un problème au niveau de l'opération et en plus, j'ai mon opérateur ou les garanties que j'ai prises sur l'opérateur. Hein, ça peut être des nantissements de titres de foncière, ça peut être autre chose aussi qu'une GAPD, hein, par ailleurs. Ça peut être un nantissement réel, un actif réel, mais qui est aussi défaillant et qui ne peut pas faire face à ce besoin. Et alors, imaginons, hein, c'est un risque résiduel qui nous semble faible, mais s'il existait, on a la diversification dans le fonds qui nous permet de limiter, avec une diversification qui est importante, hein, 49 opérations sur le premier tour, ça nous permet aussi de limiter cet éventuel impact. Proposez-vous des enveloppes sur lesquelles les fonds sont appelés au fil de l'eau? Non. Alors, si la question, c'est de savoir s'il y a des appels de fonds dans le FCPR ou par exemple, des FPCI qui feraient des appels de fonds successifs. Aujourd'hui, on n'a pas, parce que c'est quand même des produits, même si les tickets moyens sont assez élevés et ce n'est pas du retail, le ticket moyen, c'est 40 000 €. Pour autant, on peut pas, c'est difficile pour nous de rentrer dans un process d'appel de fonds. C'est généralement ce qu'on pratique avec des institutionnels. Et comme de toute façon, on a très peu d'inertie et tout est investi très vite, c'est pas utile. Voilà, j'espère que j'ai bien compris la question. Vous n'indiquez pas le montant par opération. Alors, ça doit être sur les opérations qui ont déjà été financées par le FCPR, c'est promotion 3. Effectivement, on peut vous envoyer des éléments. Les tickets sont assez variés. Pour l'instant, le ticket maximum investi, ça doit être autour d'1 million pour un objectif cible de 30 millions. Donc, voilà, c'est une ligne qui représentera 3% du fonds à l'arrivée. Les TRI sont-ils net investisseurs? Alors, quand on parle des TRI qui sont faits sur chacun des deals, ce sont des TRI qui reviennent au fonds. Donc, c'est le TRI qui rentre dans le fonds. Et ce qui fait la différence entre ce TRI qui rentre dans le fonds et le TRI final de notre objectif de 7% pour l'investisseur, c'est d'une part les frais, donc 2,6 par an pour la part B et 3% par an pour la part A. Et après, c'est l'inertie qu'il va y avoir. Mais partant de 13, si on enlève 3% de frais, on arrive à 10%. Et ben, si on n'avait aucune inertie, il y aurait 10%. On tendrait vers 10% de rendement net investisseur après frais. Il y a un peu d'inertie. Donc, voilà, notre objectif, c'est 7. Il y a un peu d'inertie au démarrage, il y a un peu d'inertie entre deux tours et il y a un peu d'inertie à la sortie aussi parce qu'on va essayer de rembourser en 3-4 fois. C'est-à-dire, on ne va pas, dès qu'on a un deal, procéder à un remboursement parce que c'est aussi un process assez lourd. Donc, voilà, la marge de manœuvre chez nous, elle est entre 10 et 7 et c'est ça qu'on pilote en réduisant l'inertie de l'utilisation des fonds. Est-ce les conditions actuelles qui… non, alors le TRI de Los Amigos… Alors, pardon, je lis la question. Est-ce les conditions actuelles plus tendues qui expliquent que le TRI de Los Amigos est sensiblement plus faible que celui des opérations précédentes? On est à peu près dans les clous. En fait, Los Amigos, c'est un investissement en actions ordinaires, mais le promoteur est en action de préférence avec une préférence négative qui consiste en gros à donner aux investisseurs et aux fonds la priorité jusqu'à réaliser 9% de TRI. Donc, en gros, au final, c'est un peu comme si on avait fait une émission obligataire avec un taux prédéterminé de 9%. Et donc, et ce taux est prioritaire sur la marge des opérations. Donc, en fait, c'est à peu près dans les clous. Hein. On n'a pas… c'est dans les clous de ce qu'on propose sur Builder, 9%. Là, le dernier projet qu'on a commercialisé, Prat Deslos, je crois que c'était 9. Peak to Peak, c'était 10. Mais voilà, on est dans les clous. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le TRI net investisseur Builder et le TRI qui rentre dans le fonds. La différence, c'est les honoraires de structuration, comme je le disais tout à l'heure, qui, lorsque le fonds investit, lui reviennent. Quand on a des deal bidders, les honoraires de structuration, c'est la rémunération de la société de gestion et de son distributeur. Quand c'est le fonds qui investit, ces honoraires de structuration, ça lui revient à lui. Voilà. Et nous, on est payé sur les commissions de gestion et vous aussi par une rétrocession sur les commissions de gestion. Donc, le rendement sur une même opération, le rendement de Builder va peut-être être de 10%, mais le rendement du fonds va être de 13 ou 14%.
L'idée, en gros, c'est pareil, hein, c'est la même chose, hein, que ce soit via le fonds sur une opération, ce qu'on investisse via le fonds ou en direct sur Builder, ça revient au même, le rendement doit être le même. La différence entre Builder et le fonds, c'est l'inertie. Ce FPCI est donc un peu en concurrence avec le FCPR Select Promotion 3. Alors, le FPCI Immo Emploi, il est vraiment dédié aux investisseurs 150 0 BTR. Donc, il est, du point de vue de la collecte, il n'est pas du tout en concurrence. C'est vraiment des investisseurs distincts. Et du point de vue de l'investissement, effectivement, ils sont en concurrence. Mais en fait, on a des règles de répartition qui disent, par exemple, si j'ai un fonds à 20 millions d'euros, un autre à 10 millions d'euros sur chaque deal, le fonds à 20 millions d'euros va prendre 2/3 du deal et le fonds à 10 millions d'euros va prendre 1/3 du deal. Et on fait nos répartitions comme ça pour avoir aucun problème de règle de conflit d'intérêt. On ne sait pas nous qui pilotons en disant je vais plutôt mettre ce fonds ou je vais plutôt mettre ce fonds. C'est voilà, des règles de répartition qui sont très claires. Ah oui, alors le financement égale prêt, pourquoi obligation convertible en action de qui? En fait, quand on fait un investissement, on intervient, comme disait Annie, sur une société qui est dédiée et qui elle-même va détenir 100% ou 99% parce qu'il faut 2 actionnaires de la société civile de construction-vente. Et nous, on est en haut dans cette SAS créancier. La convertibilité, elle est en action de la SAS qui a fait l'émission obligataire convertible, donc en haut. L'intérêt pour nous d'être en obligation convertible, c'est que si jamais on voit qu'il y a un problème chez le promoteur, on a la capacité, ou si jamais on n'est pas remboursé à l'échéance, ou si jamais on a tout un tas de cas de convertibilité possible, on a la possibilité de convertir en action. Vu qu'on apporte la très très grande majorité, voire l'intégralité des besoins en fonds propres, ça nous donne quelque chose comme 99,9% du capital. Et ça nous permet de prendre la main sur la SAS et de fait de prendre la main sur la SCCV qui est détenue à 100% ou à 99% par la SAS. Donc voilà, c'est simplement, on n'a pas vocation à convertir du tout parce que c'est pas le deal. Hein, et puis on a surtout, on s'empêche de commercialiser, de convertir, pardon, tant qu'il n'y a pas un souci chez le promoteur ou bon, voilà, il y a des cas, si par exemple, il ne nous donne aucune information, si lui-même est en procédure collective, en défaillance en état de cessation de paiement, si on voit que le programme dérape, si, voilà, tout ça, ce sont des cas qui nous permettent de convertir et ça nous permet de reprendre la main et de capter jusqu'à l'intégralité de la marge. Voilà, donc pour le TRI brut embarqué de 13%, on y a déjà partiellement répondu. Hein, 13%, moins 3% de frais de gestion, ça fait 10. Et le reste, entre 10 et 3, ce ne sont pas d'autres frais, c'est de l'inertie. Et voilà, et c'est plutôt prudent. Hein, si on n'a pas d'inertie, on tendra vers le 10, mais il y en a toujours. Hein, donc voilà, notre objectif, c'est 7. Si on le dépasse, c'est tant mieux. Alors, on retrouve le projet Bréaudet dans le FCPR alors que vous avez, via Builder, levé en direct en obligation convertible. Cela veut-il dire que vous financez des travaux avec le FCPR? En fait, quand on a un deal, tout le monde co-investit. En fait, dans nos règles que j'évoquais déjà tout à l'heure, il y a des règles qui disent tel fonds investit à hauteur selon sa proportion, selon son encours global. Et ensuite, il y a une autre règle qui dit tous les deals, chez nous, c'est comme ça qu'on l'a fixé, tous les deals avec des besoins de fonds propres supérieurs à 800 000 euros sont co-investis entre Builder et le FCPR. C'est aussi des règles qu'on doit fixer dans notre politique de gestion des conflits d'intérêts. Et donc voilà, donc systématiquement, c'était le cas de la Bréaudet, quand on a un deal avec un besoin supérieur à 800 000 euros, on investit les fonds et on le met également sur la plateforme Builder. Donc voilà, donc on co-investit, tout le monde a les mêmes actions ou les mêmes obligations, les mêmes titres, la même échéance, le même rendement et finance la même chose. Et que tout le monde investit au même moment et sort au même moment. La proportion entre obligations, je crois que, alors là, je l'ai pas tout de suite, mais on va noter, Éric Degout, pour vous répondre. Je l'ai pas en tête, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fonds
doit investir majoritairement en obligations. Voilà. Donc, au moins 50% d'obligations, soit convertibles, soit simples. Et c'est vraiment la stratégie principale du fonds. Quel serait l'impact d'une forte inflation sur la rentabilité? En fait, bon, alors ça, c'est plus macroéconomique, mais la forte inflation, c'est plus l'impact sur les taux d'intérêt. Et voilà, voilà, pour l'instant, ça semble, on imagine que ça va se ralentir un petit peu, cette augmentation des taux d'intérêt. Pour autant, le logement est nécessaire, les gens habitent les appartements, paient leur loyer, la rentabilité locative reste intéressante, supérieure au taux d'emprunt, supérieure à l'inflation. Voilà, écoutez, nous, à suivre. Hein. Et puis encore une fois, on a un stade d'intervention qui est tardif. On a déjà vendu, on a déjà sécurisé 50% du chiffre d'affaires, parfois plus. Hein. On a dans les quelques prochains jours aussi, seul le fonds va intervenir. On a un projet sur 2 bâtiments de logements sociaux qui sont pré-commercialisés à 100% à des bailleurs sociaux, donc on n'a aucun risque commercial. Voilà, non, ce sur quoi on est vigilant, c'est plus le coût des matières. Il faut qu'on soit vigilant sur les prochaines opérations, à voir comment ça se gère. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour l'instant, on a une opération dans le FCPR, c'est promotion 1 à Nantes, un bâtiment qui s'appelle l'Insolite en copromotion avec Edelis. Là, par exemple, malgré la signature du marché de travaux, une des entreprises est revenue vers nous pour nous appliquer une plus-value au coût de travaux. Bon, c'est une négociation, mais voilà, on a accepté un coût de travaux sur une opération de 70 logements, ça représente 35 000 €. Donc, c'est vraiment largement absorbable. Voilà, je pense que de façon générale, les facteurs, c'est qu'il y a une pénurie de logements, une appétence pour la pierre, des taux d'intérêt qui restent quand même stables, inférieurs à l'inflation, une rentabilité locative qui est intéressante et voilà, des facteurs, cette pénurie de logements, notamment dans les grandes métropoles, hein, qui font l'attrait et la bonne vigueur du marché de l'immobilier. On a des stocks qui sont très bas, on a voilà, quand on lance une opération, on est très sollicité par les commercialisateurs pour vendre l'opération. On arrive même à des taux de commercialisation qui ne sont pas très hauts parce qu'ils n'ont pas grand-chose à vendre. Donc, on n'est pas, nos opérateurs non plus, pas inquiets sur les écoulements. Et puis, nous, on est comme la banque. En fait, on intervient en même temps que la banque en financement tard. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été sécurisées et débouclées en amont. Et on a par ailleurs la garantie de l'opérateur. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on va pouvoir clôturer le webinaire. On a été à peu près dans le timing. Merci beaucoup à tous d'avoir participé et on reste à votre disposition. Anne-Lise, je vous remets un petit peu l'équipe que vous pouviez solliciter. Anne-Lise s'occupe de tout le Grand Sud. Vous avez Vincent Lachaine et Yasmine pour le nord de la France. Et voilà, on reste tous disponibles. Christophe, plus particulièrement pour les questions relatives à Builder. Et Kéra pour tout ce qui est back-office, inscription, partenaire. On n'a pas évoqué ce sujet, mais tout se fait de façon 100% dématérialisée chez nous, que ce soit Builder ou les fonds. Les conventions de commercialisation sont signées électroniquement sur l'espace extranet. Les souscriptions se font aussi automatiquement en ligne. Tout est dématérialisé et tout ça se cale avec Kéra ou avec l'équipe commerciale. En tout cas, on reste tous à votre disposition. Merci beaucoup et bonne bon après-midi et bonne semaine. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.